Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur le transfert de conscience humaine. Et on va essayer donc de continuer cette série d'épisodes qui, j'espère, vous plaît et, euh, et qui vous fait réfléchir. Il y a beaucoup de choses qui, selon moi, sont très importantes de comprendre tout au long de ces épisodes. Et vous allez voir qu'on va par la suite rentrer vraiment dans un autre mode d'épisode. C'est-à-dire je vais vous proposer 2-3 épisodes où on va essayer de concevoir en fait une machine qui est capable en fait de transférer la conscience d'un corps à l'autre. Donc vous allez voir, ça sera donc par la suite, à la fin de tous les épisodes. Mais vous allez voir que c'est déjà en bonne voie et on va bien s'amuser. Ça va être pas mal. Alors, continuons déjà sur la réincarnation technologique, donc la section numéro 5, sur les corps et environnements virtuels. Il y a beaucoup de choses à dire, je vous l'accorde. J'ai pas encore lu tous les commentaires, mais je sais très bien qu'il y a des gens qui vont réagir par rapport à ce que je dis. Bien sûr, tout n'est pas expliqué et détaillé à 100%, ça serait beaucoup trop long, mais vous avez déjà une bonne partie déjà de compréhension normalement. Et je pense pas me tromper sur les articles que je crée. Allez, commençons tout de suite sur le transfert donc de cette conscience humaine qui va être dans un programme informatique et qui va pas s'arrêter au simple fait de transfert. Il va impliquer aussi également de décider où et comment cette conscience va vivre, entre guillemets, après le transfert. Donc, on va essayer d'explorer un petit peu ensemble différentes parties dans cette section, différentes possibilités pour réincarner une conscience transférée et que ce soit en fait dans un corps physique robotique ou même dans un environnement entièrement virtuel. Allez, commençons tout de suite avec les corps robotiques, donc vers une nouvelle incarnation physique. Donc, l'une des options les plus envisagées pour héberger une conscience transférée, c'est de la placer en fait dans un corps robotique. Les avancées en robotique en fait et en bioingénierie, elles permettent déjà de créer en fait des machines qui imitent certaines fonctions corporelles humaines, comme la marche, l'appréhension et même certaines formes de communication non verbale. Les robots humanoïdes, en fait, en particulier, sont en train de devenir de plus en plus sophistiqués, avec des expressions faciales très réalistes, des mouvements fluides et une interaction de plus en plus naturelle avec les humains. Et en plus, si je peux rajouter aussi, en plus de cet article, c'est la conception, la façon de concevoir ces robots, avec des matériaux toujours plus légers et plus efficaces, et voilà, c'est toujours plus réaliste. Donc effectivement, on avance à grands pas. Donc un corps robotique, en fait, il pourrait offrir plusieurs avantages par rapport au corps humain biologique. Il pourrait être plus résistant, durable et potentiellement immortel en termes de maintenance et de remplacement des pièces. Mais de plus, un corps robotique pourrait être amélioré en fait pour offrir des capacités surhumaines comme une force accrue, une vitesse de mouvement supérieure ou des capteurs sensoriels qui surpassent de loin les 5 sens humains traditionnels. Alors après, voilà, prendre avec des pincettes, la réincarnation dans un corps robotique, ça soulève tout un tas de défis. Déjà, ce qui est crucial, c'est que la conscience soit transférée et qu'elle s'adapte correctement à ce nouveau support. Donc ça implique forcément une intégration parfaite entre le logiciel, donc le logiciel c'est la conscience, et le matériel, donc le corps robotique. Et donc ça pourrait nécessiter forcément j'en suis même sûr, une phase d'apprentissage ou de calibration, quoi, comme on peut dire. De plus, la question en fait de l'acceptation sociale, elle se pose aussi. Comment les autres humains ils percevraient une autre personne qui a été réincarnée dans un corps robotique. Ça pose quand même des questions. Et puis cette nouvelle forme d'existence, est-ce qu'elle sera acceptée ou rejetée par la société? Ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Donc maintenant, passons sur la deuxième possibilité, c'est les environnements virtuels, donc une existence numérique. Donc l'autre possibilité en fait pour cette fameuse réincarnation technologique, c'est l'hébergement en fait de cette conscience dans un environnement virtuel. Donc contrairement à un corps physique, l'environnement virtuel en fait il offre une flexibilité et puis une créativité presque infinie. Mais bon, il y a des défauts aussi, vous allez voir, on va en parler après. Une conscience en fait qui est hébergée dans un tel environnement, il pourrait vivre en fait dans un monde qui est entièrement créé par des logiciels où les lois de la physique en fait, du temps et de l'espace peuvent être modifiées à volonté. Tu vis un peu comme Superman, tu fais ce que tu veux. Ces environnements virtuels, ils pourraient être des répliques en fait du monde réel et qui permettent aux consciences
qui permettent en fait aux consciences transférées de vivre en fait une vie normale dans une version qui est numérique de la réalité, qui représente la réalité. Alternativement, il pourrait être des mondes fantastiques ou idéalisés, où les individus, en fait, ils pourraient vivre des expériences impossibles dans le monde physique, comme voler, voyager instantanément d'un endroit à un autre, ou même interagir avec des créatures ou des paysages imaginaires. Tout est possible, de toute façon, dans un environnement virtuel. Puisque l'avantage des environnements virtuels, c'est qu'il offre donc une personnalisation extrême, on peut faire un peu ce qu'on veut, et chaque conscience en fait qui est transférée, elle pourrait avoir son propre univers conçu selon ses préférences. Donc ses souvenirs, ses désirs, etc. quoi. Et ça pourrait donc leur offrir une forme, si je peux dire, d'immortalité, où les individus ils vivent éternellement dans leur paradis personnel, libres de toute contrainte physique. Je vais faire un petit arrêt après ce petit paragraphe que je vais vous citer pour faire une petite analogie sur un point sur lequel j'avais réfléchi. Donc il existe aussi des inconvénients potentiels, donc vivre dans un environnement virtuel, ça pourrait entraîner aussi une déconnexion avec le monde physique et puis les autres consciences, qui conduit donc à un isolement psychologique. Je vous laisse imaginer, si vous êtes donc alimenté, entre guillemets, vous êtes dans un monde virtuel, donc forcément c'est alimenté électriquement, ou je veux dire par d'autres énergies, mais imaginons que cette énergie n'est plus disponible, et bien vous disparaissez, quoi. Donc la dépendance à la technologie qui soutient ces environnements, elle pose forcément un risque. Qu'est-ce qui se passe si les serveurs, par exemple, qui hébergent ces mondes, tombent en panne, quoi. Voilà. Et si les données étaient corrompues, voilà, c'est très compliqué. Et je vais faire un point vite fait dans cette vidéo pour vous parler de quelque chose. Si par exemple une civilisation qui avait, mettons, je sais pas, 1000 ans d'avance sur notre civilisation à nous, et je veux dire, à force d'avoir une technologie tellement performante, tellement efficace énergétiquement sur tous les points de vue, d'accord, eh bien cette civilisation en fait elle n'aurait même pas besoin de travailler finalement, et je pense qu'au bout d'un moment elle se ferait chier, quoi. Parce que au bout d'un moment elle se dirait qu'est-ce que je peux faire pour rajouter un peu de piment dans ma vie. Et elle pourrait forcément créer, elle pourrait peut-être potentiellement créer des mondes virtuels pour être, pour transférer en fait une partie de leur conscience dans un monde virtuel pour explorer en fait des parties qu'ils n'avaient pas vécues depuis des milliers d'années ou des centaines d'années. Et donc c'est comme un jeu pour eux, mais qui est vraiment ultra réaliste, quoi. Donc nous bien sûr on est encore au casque virtuel, mais eux voilà, ils ont une technologie qui permet vraiment de recréer tout un monde virtuel en fait, où presque tu as l'impression d'être dans un vrai monde et que tu ne sais même pas que tu es dans le jeu en fait. Donc là bien évidemment je parle d'une civilisation potentielle dans un système solaire qui est à des années-lumière de notre système solaire et qu'on ne peut pas détecter, qui est beaucoup trop loin et qui a vécu bien avant nous. Et donc forcément, quand on se projette un peu dans le temps, on peut imaginer que si cette civilisation c'est une civilisation par exemple de type 2 ou type 3, donc qui est carrément bien au-delà de ce que nous on peut penser ou imaginer, eh bien oui, forcément ils vont inventer des systèmes un peu comme ça, je pense, pour se donner un petit peu d'excitation dans la vie, quoi, je pense. Voilà. À moins qu'effectivement ils aient une autre forme de conscience ou de façon de vivre qui est complètement différente de la nôtre, et donc du coup je me plante complètement. Mais bon, c'est une hypothèse. Alors après on peut parler aussi du mode hybride. Donc on va combiner en fait le virtuel et le physique. Et ça c'est pas mal intéressant parce que c'est une solution donc intermédiaire qui pourrait être un modèle hybride avec une conscience qui est transférée et qui peut alterner en fait entre un corps physique ou un environnement virtuel. Donc par exemple, une conscience, elle pourrait être hébergée principalement dans l'environnement virtuel. Ça pourrait également se projeter dans un corps robotique pour interagir avec le monde physique lorsque c'est nécessaire. Et donc ce modèle hybride, en fait, il pourrait offrir le meilleur des deux mondes, quoi, si je peux dire. La liberté créative des environnements virtuels et qui est combinée aussi avec la capacité d'interagir physiquement avec le monde réel. Et ça, je trouve ça cool. Donc un tel modèle, bien sûr, ça soulève des questions sur la continuité de l'expérience et de l'intégration des souvenirs. Par exemple, une conscience, est-ce qu'elle pourrait se sentir divisée entre ses expériences dans le monde virtuel et celles dans le corps robotique ? C'est une bonne question. Donc comment
gérerait-elle les potentiels conflits en fait d'identité entre ces deux existences? Ça, c'est assez perturbant à expliquer, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Bien sûr, après, on a des implications psychologiques et sociales. Alors là, on va aller un petit peu loin dans le détail, mais le fait de se réincarner technologiquement, que ça soit dans un corps robotique ou dans un environnement virtuel, ou même dans un modèle hybride, forcément, ça a des implications profondes sur notre psychologie individuellement et sur la société même dans son ensemble. Imaginez que tout le monde fait ça, euh, peut-être qu'on se retrouverait dans une société un petit peu détachée et sans humanité, quoi. Ou du moins où il n'y aurait plus de contact physique, quoi. Ce qui serait vraiment triste. Donc, pour l'individu, la transition donc vers une nouvelle forme d'existence, elle pourrait être psychologiquement traumatisante, je peux le dire, ou même l'inverse, libératrice, selon la qualité de l'intégration et même de l'acceptation de ce nouveau mode de vie. Il y a des gens, ça pourrait leur plaire, et il y en a d'autres, ils ne pourraient pas. Donc la question de la continuité de l'identité, elle reste également centrale parce que une conscience qui est réincarnée, est-ce qu'elle se sentira toujours elle-même ou est-ce que cette transition, elle entraînera une transformation vraiment profonde et si profonde qu'elle deviendra quelqu'un d'autre et que même elle oubliera son identité propre, originale, quoi, si je peux dire. Je vous laisserai mettre vos commentaires, si vous avez effectivement des remarques là-dessus. Donc, d'un point de vue social, la coexistence en fait entre les êtres humains biologiques et les consciences qui ont été réincarnées dans des formes non biologiques, elle pourrait générer donc forcément, je le crois, c'est même sûr, des tensions. Les êtres humains sont un peu par nature à essayer de se manger l'un l'autre. Et donc les différences entre les capacités des corps biologiques et les autres corps robotiques, ou entre les expériences vécues dans le monde réel ou dans les mondes virtuels, ça va créer des clivages sociaux. Et en plus, je suppose que ce genre de technologie sera très cher au début, et donc forcément, on n'aura que les personnes qui seront riches, qui auront accès en fait à ce genre de technologie, et les pauvres qui, eux, seront très limités. Du moins, ils resteront humains, quoi. Ils ne seront pas améliorés, quoi. Donc, c'est ce que je dis dans l'article aussi, c'est qu'effectivement, de plus, les questions d'égalité et de droit, elles pourraient devenir des enjeux majeurs. Est-ce que les consciences réincarnées, est-ce qu'elles devraient avoir le droit ou les mêmes droits que les humains biologiques? Par exemple, je peux vous donner un exemple con, mais dans les Jeux Olympiques, bien sûr, on ne mélange pas les hommes et les femmes. Donc je suppose que quand il y aura effectivement des modifications ou des transferts de conscience dans des robots, il y aura peut-être des jeux olympiques spécialement conçus pour ces robots. Et on ne pourra pas tout mélanger, quoi, c'est normal. Donc ça demande quand même réflexion sur des questions juridiques et éthiques qui pourraient devenir de plus en plus pressantes et à mesure que la réincarnation technologique deviendra une réalité possible et de plus en plus banale, dans ce monde en fait où ces consciences transférées, qui pourraient théoriquement vivre éternellement dans des environnements virtuels ou des corps robotiques, la question qu'il faut se poser, c'est comment la société en fait va gérer cela. Comment va-t-elle gérer ces entités qui possèdent en fait une longévité infinie et un accès à des ressources qui leur permettraient de dépasser les capacités humaines conventionnelles? C'est une très très bonne question qu'il faut se poser et ça demande beaucoup de réflexion. Il y a aussi donc les problèmes de disparité, comme j'ai dit, socio-économiques, qui pourraient s'accentuer et qui va créer en fait une nouvelle forme de division entre ceux qui peuvent se permettre de transférer leur conscience et ceux qui ne peuvent pas. Voilà, simplement. Allez, continuons un petit peu. Il est également possible aussi que la société doive s'adapter aussi à une nouvelle forme de diversité, de la même manière que nous avons dû apprendre à vivre dans une société de plus en plus multiculturelle, multiethnique, et donc il pourrait être nécessaire de développer des normes sociales, des lois, des structures de pouvoir qui tiennent en compte toute cette diversité de formes d'existence biologique, numérique et hybride. Et donc le concept d'identité lui-même, en fait, il pourrait devenir beaucoup plus fluide et inclusif, qui reconnaît donc non seulement les différences de genre, d'origine ethnique et de culture, mais aussi de formes d'existence. Enfin, il y aurait aussi également des implications pour la notion de mort et de deuil. Bien sûr, ça changerait beaucoup de choses. Si les consciences en fait peuvent être réincarnées dans des formes non biologiques, la mort physique traditionnelle en fait pourrait perdre une partie de son sens, quoi. Du moins
Je pense oui, ça serait quand même difficile, mais si on a l'occasion de retrouver celui qui nous est cher dans un environnement virtuel ou dans un cyborg, un robot, peu importe, et qu'on retrouve vraiment ses émotions, son faciès et tout ça, bah oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ouais. Donc le processus de deuil, donc il pourrait évoluer pour prendre en compte la possibilité en fait de continuer à interagir avec une version numérique ou robotique d'une personne décédée. Ça soulève donc des questions sur la nature de ces interactions et puis leur impact sur la santé mentale des personnes en deuil. Mais je sais pas, pour moi ça me semble quand même plutôt pas mal pour s'auto-aider, quoi. Je sais pas, ça pourrait être un bon point pour permettre d'avoir un deuil plus doux, quoi, si je peux dire. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça pourrait être pas mal, ouais. Allez, concluons maintenant sur donc cette section 5. La réincarnation technologique, donc elle représente un saut révolutionnaire dans la compréhension de la vie et de l'existence. Je vous ai énuméré plusieurs options pour héberger une conscience transférée dans des corps robotiques, des environnements virtuels ou des solutions hybrides. Donc ça ouvre des possibilités presque infinies pour réinventer l'expérience humaine. Alors après, n'oubliez pas, ces nouvelles formes d'existence, elles viennent avec leur lot de défis psychologiques, sociaux et éthiques. Voilà, faut faire attention à tout ça. Donc la technologie, elle va continuer de progresser. Il est crucial de réfléchir en fait attentivement donc à ses implications et de se préparer à un avenir où l'humanité pourrait ne plus être confinée à sa forme biologique traditionnelle, mais en ayant accès en fait à un transfert de conscience. Et donc ce transfert de conscience ou même cette réincarnation technologique, ce sont donc des questions de science et de technologie, mais aussi des questions profondément humaines qui touchent à l'essence même de notre identité, de notre culture et de notre moralité. Voilà, et ça nous amène donc forcément bien sûr à cette 6e section qui va clore donc ce 3e épisode, mais c'est vrai qu'on va parler de considérations éthiques et sociétales, pardon. C'est vrai qu'il faut réfléchir là-dessus sur les droits des consciences transférées, sur l'égalité et l'accès, et l'impact aussi sur la notion de mort et d'humanité. Et puis on va parler un petit peu d'éthique, de la reproduction et puis du clonage de conscience, ça aussi il faut en parler, les risques de contrôle et d'abus, et on conclura. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses à parler finalement, c'est très complet. Allez, c'est parti, commençons. Alors donc le transfert de conscience et de réincarnation technologique, ce sont des sujets d'intérêt scientifique ou technique, mais je pense que c'est un peu les deux. Ça soulève également des questions éthiques et sociétales complexes qui vont nécessiter une réflexion vraiment très approfondie. Je vais essayer dans cette section d'explorer un petit peu les principales considérations éthiques, juridiques, sociétales, qui sont liées en fait à ces technologies émergentes. Donc il y a pas mal de choses à voir, on va essayer d'y aller tranquillement. Déjà, les droits des consciences transférées. Donc l'une des premières questions éthiques qui se pose, c'est celle des droits des consciences transférées. Donc si une conscience humaine peut être transférée dans un programme informatique ou un corps robotique, eh bien cette entité, elle doit être considérée, c'est plutôt une question, est-ce que cette entité doit être considérée comme une personne à part entière, avec des droits égaux à ceux des humains biologiques, ou est-ce qu'elle est un petit peu diminuée, quoi ? Est-ce qu'elle aura moins de droits ? Et donc cette question est un peu complexe parce qu'elle touche quand même à la notion d'identité et de continuité de la personne. Donc si une conscience transférée possède les mêmes souvenirs, la même personnalité, les mêmes émotions que l'individu d'origine, est-ce qu'elle devrait avoir les mêmes droits légaux que l'original ? Et si oui, quels sont ces droits ? Le droit à la vie privée, à la propriété, à la liberté d'expression, et même à la reproduction pourrait être reconsidérée dans ce nouveau contexte. La question du consentement aussi devient cruciale. Est-ce qu'une conscience transférée aurait-elle le droit de choisir de se détruire, de se copier ou de modifier sa propre programmation ? Et ça, c'est une question très intéressante. Donc, en l'absence de cadre juridique très clair là-dessus, ces questions pourraient mener donc à des abus, je pense que vous le savez. Par exemple, il y a des entreprises qui pourraient tenter de contrôler ou même d'exploiter des consciences transférées pour des gains économiques. Et du coup, ça soulève des préoccupations sur l'esclavage numérique ou la marchandisation de la conscience. Voilà.
Ensuite, on a l'égalité et l'accès. Donc c'est un autre enjeu majeur, c'est celui de l'égalité d'accès à la technologie de transfert de conscience. Parce que si ces technologies deviennent commercialement disponibles, donc il est probable qu'elles seront donc initialement réservées à une élite financière capable de se les offrir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça va exacerber les inégalités sociales, ça va créer des divisions entre ceux qui peuvent se permettre de transférer leur conscience et potentiellement vivre éternellement, et ceux qui en sont exclus. Donc cette situation pourrait quand même engendrer des tensions sociétales et politiques importantes, semblables à celles qu'on observe aujourd'hui autour des inégalités d'accès aux soins de santé ou à l'éducation. Donc il est vraiment crucial de réfléchir dès maintenant à des modèles de régulation et de distribution équitables pour éviter que le transfert de conscience ne devienne un privilège réservé à une simple minorité riche, quoi. Parlons un peu de l'impact sur la notion de mort et d'humanité. Ça aussi, c'est intéressant. Alors, le transfert de conscience, donc ça remet bien sûr en question la notion même de la mort. Faut être clair. Si une conscience peut être transférée et réincarnée dans un nouveau support, eh bien la mort physique, elle perd une partie de sa signification. Ça pourrait avoir des effets profonds donc sur la manière dont les sociétés perçoivent la vie, la mort et le deuil. Ça soulève aussi des questions sur ce qui fait en fait de nous des êtres humains. Donc, si une conscience humaine peut exister indépendamment d'un corps biologique, qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de l'humanité, quoi. Mais je pense qu'on perd de l'humanité, là, selon moi. La définition de ce qu'est un être humain pourrait donc évoluer pour inclure des entités non biologiques, et il est donc possible que la frontière entre humain et machine devienne de plus en plus floue. Mais bon, je pense que ça ne se passera pas. Ça pourrait également aussi avoir des implications pour la reproduction et puis la famille. Si les consciences peuvent être transférées ou copiées, comment ces nouvelles formes d'existence affecteront-elles la structure familiale traditionnelle ? Bon, je ne sais pas. Le concept de parents, d'enfants et même de génération, donc ça pourrait être repensé. Mais bon, je pense qu'on n'y est pas encore. Concernant l'éthique de la reproduction et du clonage de conscience, ça c'est pas mal. Par contre aussi, c'est une question donc éthique qui concerne donc la possibilité de cloner ou de reproduire des consciences. Donc si la technologie elle permet de copier une conscience de manière quasi infinie, quelles seraient les implications ? Chaque copie d'une conscience devrait-elle être considérée comme une entité distincte, à part entière, avec ses propres droits ? Et qu'en est-il de ses responsabilités éthiques envers ses copies, quoi ? Ça, c'est quelque chose qu'il faut se poser aussi. Le clonage de la conscience, il pourrait également mener à des dilemmes moraux. Donc, par exemple, si une copie de conscience est créée, mais que l'original existe encore, laquelle des deux a le droit à l'identité originale ? Et si des copies multiples sont créées, par exemple, comment on va gérer les questions d'identité et de responsabilité ? Si ces scénarios ils pourraient entraîner des conflits d'identité et de droit, donc qui vont remettre en fait en cause notre compréhension actuelle de l'individualité et de la responsabilité personnelle, eh bien ça va créer un petit peu le bordel, si je peux dire ça comme ça. Poursuivons sur les risques de contrôle et d'abus. Donc le transfert de conscience, il pourrait aussi ouvrir la porte à des formes inédites de contrôle et d'abus, parce que si les consciences peuvent être modifiées, reprogrammées ou même effacées, eh bien ça soulève des risques énormes de manipulation. Voilà. Les régimes autoritaires, par exemple, pourraient tenter de contrôler ou de rééduquer des consciences pour servir leurs intérêts. Et de plus, la possibilité de manipuler des consciences à distance pourrait être utilisée pour commettre des crimes ou des actes malveillants. Et il sera également possible que des entreprises aussi ou des gouvernements cherchent à exploiter les consciences transférées pour en tirer des bénéfices économiques. Par exemple en les utilisant comme manœuvre numérique ou même en les manipulant pour des stratégies de marketing ou de propagande, quoi. Donc vous voyez un peu ces scénarios, ils exigent quand même une vigilance, une très grande vigilance éthique et la mise en place aussi de garde-fous légaux pour protéger les droits des consciences transférées. Pour finir donc cet épisode, on gardera la section 7 je pense pour le prochain épisode. Le transfert de conscience, bien qu'il ouvre donc des possibilités fascinantes pour l'avenir de l'humanité, ça soulève quand même pas mal de questions éthiques et sociétales profondes qui font un peu peur. Et donc c'est crucial quand même de ne pas se laisser emporter par les promesses technologiques sans vraiment réfléchir aux implications potentielles pour la société, l'individualité
et les droits humains. Donc on avance petit à petit dans le développement de ces technologies, donc il est impératif que les discussions éthiques et juridiques suivent le même rythme et qui respectent un petit peu le choix des citoyens. Et le transfert de conscience donc, pourrait transformer vraiment significativement notre société de manière vraiment radicale, quoi. Donc il en est vraiment de notre responsabilité collective de s'assurer en fait que ces transformations, si on peut dire, se produisent vraiment dans le respect de la dignité humaine, de l'égalité, des droits fondamentaux, quoi. Ça c'est vraiment important parce que sinon je vous garantis que ça va partir en vrille. Voilà, pour cet épisode en tout cas ça sera déjà très très bien, on est à 25 minutes, c'est pas mal. On va garder pour le dernier épisode donc la section numéro 7, la conclusion, donc l'avenir de l'humanité et au-delà. On parlera vraiment un petit peu de philosophie, on parlera un petit peu de projection, un petit peu de ce qui pourrait se passer. On va explorer des nouvelles frontières, si je puis dire. Mais ça mérite d'être très intéressant, vous allez voir. Et puis donc on se retrouvera après pour un autre épisode où on commencera donc à parler un petit peu de cette fabrication de cette fameuse machine. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Allez, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez la vidéo si ça vous a plu et à très bientôt. Prenez soin de vous, ciao.